On est très heureux de rencontrer, de faire la connaissance et d'inviter en même temps Marcello Vitali Rossati, qui a vraiment alimenté nos réflexions l'année dernière à partir de son livre Égarement, et donc on attend donc de pouvoir poursuivre la discussion avec lui une fois qu'il aura terminé sa présentation. Bienvenue Marcello, et à tout à l'heure. Alors, merci beaucoup. Et 45-50 minutes, vous m'avez dit ? Voilà, oui. Très bien. Déjà, vraiment, merci beaucoup de m'avoir invité, merci beaucoup de m'avoir lu. C'est toujours très touchant d'être lu, et on est très rarement lu, et surtout on est très rarement bien lu. Donc voilà, merci beaucoup. Je risque de vous décevoir parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand on finit, au moins c'est mon cas, quand on finit d'écrire un livre, c'est qu'on veut faire immédiatement, c'est de l'oublier et passer à autre chose, et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc ce que je vais présenter pourra vous sembler quelque peu contradictoire avec les thèses que j'ai essayé de défendre dans Égarement, même s'il y a un lien. Je me suis demandé s'il y en avait encore un, puis Pep, mon doctorant et ami, m'a dit que finalement être contradictoire n'est pas si mal que ça, parce que ça peut être prolifique. Donc la question que je veux poser est, disons, le dilemme devant lequel je voudrais vous poser et me poser est plus ou moins celui dont on parlait à la fin de la discussion avec Serge Tisserand, c'est-à-dire l'opposition, disons, très commune, au moins dans un certain type de discours, pas actuellement, peut-être moins dans les discours académiques, scientifiques, que dans les discours médiatiques. Donc une opposition très forte et basée sur des présupposés dont l'idéologie me semble importante à questionner, entre deux formes de présence, ou de présence et de non-présence, selon lesquelles il y aurait d'une part une fausse présence, inauthentique, et d'autre part, donc évidemment celle qui serait médiée. Je pense que cette question de l'authenticité est fondamentale. On l'a touché, on en parlait tout à l'heure, certains d'entre vous travaillent sur ça. Évidemment, elle est liée à la question de l'empathie, elle est liée à la question de la sympathie, elle est liée à la question de la véridicité, de la vérité des rapports. Donc entre une présence, une fausse présence, une non-présence, très bien représentée par cette photo qui est devenue un espèce de mème sur Internet, vous l'avez peut-être déjà vu. On ne se parle plus, on ne se voit plus, on est complètement déconnecté, paradoxalement, du lieu que nous habitons, de l'espace où nous habitons, parce que nos modes de présence sont de plus en plus médiés par des appareils artificiels qui nous arrachent, vraiment je pense que c'est le bon verbe, de notre véritable, et je mets beaucoup de guillemets, contexte. Et à ce type de présence s'opposerait une vraie présence, celle-ci, là aussi ça fait partie du même, où nous sommes vraiment dans le contexte. Alors dans cette petite opposition-là avec laquelle j'aime commencer, évidemment il y avait l'idée qu'au moins le téléphone portable, le cellulaire comme on l'appelle à Montréal, est petit, donc ça nous permet de regarder autour de nous, tandis que les journaux créent vraiment un écran dans le sens de surface qui empêche de voir à travers, c'est-à-dire que le journal n'est pas diaphane, ce qui est à l'inverse la propriété des écrans qui sont diaphanes, ou alors, pour utiliser une idée qui est un peu développée par mon collègue et ami Jean-Marc Larue, que je vais citer souvent parce que tout ce que je pense et tout ce que j'ai pensé, évidemment, est pensé en connexion avec d'autres personnes. Donc je suis j'aime beaucoup les plagiats, donc je vais plagier tout le monde. J'aime les plagiats, et j'aime le plagiat par anticipation, donc c'est-à-dire tout ce qui a été dit avant moi et qui était un plagiat de ce que j'ai dit. Donc évidemment, l'écran du journal est très clairement
un écran qui opacifie complètement. Et je disais, donc le journal n'est pas diaphane, le journal n'est pas inopaque. C'est le concept qu'utilise Jean-Marc Larue pour parler justement des médiations des écrans qui ne sont... il y a eu beaucoup de discussions sur cette dialectique entre transparence et opacité, la technique qui devient transparente ou bien qu'elle est opaque, etc. Sur la lignée d'Heidegger, notamment sur le fait que la technique, justement, n'a pas, les objets techniques n'ont pas une essence, mais ils ont plutôt une Veränderlichkeit, donc ils sont utilisables, puis quand ils se cassent, ils deviennent opaques, puisqu'on se rend compte, donc un stylo, je ne regarde pas, je ne vois pas le stylo, il est transparent, jusqu'au moment où le stylo ne fonctionne plus, et alors je me dis, ah tiens, j'ai un stylo dans mes mains, justement parce que je suis plus capable d'écrire. Donc évidemment, le journal est dans ce sens complètement opaque. Alors, essayons de faire une analyse un petit peu de ce paradigme que je vais essayer de questionner. Bien entendu, comme Serge Tisserand le disait tout à l'heure, j'aimerais, même si j'en suis incapable, lui il était plutôt bon à ça, une interaction pendant que je parle. Donc vous inquiétez pas, si vous avez des questions, interrompez-moi, il faut être un peu violent avec moi parce que j'aime beaucoup parler et j'aime beaucoup la forme de la conférence magistrale. Mais interrompez-moi, je suis content si vous m'interrompez, et surtout je vais suivre une approche très philo, c'est de là où je viens, et dans une réflexion qui n'est pas très mûre, comme je vous disais, je m'éloigne un petit peu des égarements, donc il peut y avoir des choses qui ne sont pas claires, que je présente de façon pas claire, ça veut dire que c'est pas clair pour moi non plus, donc si vous me posez une question, ça va m'aider à me les clarifier. Donc, vraie et fausse présence, donc il y aurait d'un côté la vraie présence, la présence un chair et un os, la présence dans un lieu que nous partageons, nous sommes là, il y a toute l'idée du visage, du face-à-face, du regard dans les yeux, du toucher, etc. Donc, qui serait, et là c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus dans ce contexte, une présence immédiate, c'est-à-dire qu'elle n'est pas filtrée. Évidemment, je suis en train de questionner ce paradigme, je ne le cautionne pas, je le présente presque de façon caricaturale pour le critiquer ensuite. On se rend toujours les choses faciles en caricaturant pour après détruire. Donc immédiate, c'est-à-dire pas filtrée par quelque chose, par des outils, par des dispositifs, par des artifices, un autre mot clé, artifice, artificiel. Donc, pas médiate, naturel, autre mot-clé qui fait partie de cette idéologie-là, c'est naturel, c'est regarder dans les yeux, par exemple, la rencontre avec l'autre, ça serait de l'ordre de la nature. On essaie de le dire, notamment très souvent quand on fait référence à ce paradigme naturel, on revient ou à ce que font les animaux, avec cette espèce de parallélisme. Ah, si les animaux le font, ça veut dire que c'est naturel, donc ça veut dire que c'est ce qui est vrai, ce qui est immédiat, ce qui ou aux enfants. Alors, comme je l'ai dit à Christine, je suis papa depuis un mois et je me rends compte que les rapports avec ma fille est pas du tout immédiat ni naturel. C'est-à-dire, elle ne me voit pas, elle ne sait pas qui je suis et elle aime autant moi que n'importe quel autre inconnu qui la prend dans ses bras. Donc, voilà, il n'y a rien de naturel dans le regard, il y a une construction du regard. Mais bon, donc vrai, le paradigme de la vérité aussi est assez intéressant, hein. C'est un paradigme qui peut être résumé et un peu simplifié de façon, ou mieux formalisé avec la description tarskienne de la vérité, c'est-à-dire que Tarski, logicien polonais du XXe, qui expliquait formellement la vérité comme une correspondance entre une proposition et un état de fait. A est vrai, A entre guillemets est vrai si et seulement si A. Juste pour s'expliquer, il pleut, la proposition il pleut est vraie si et seulement si je regarde à l'extérieur et il pleut. Hein. Donc il y a cette idée de correspondance. Donc ce paradigme de vérité est très important et on oublie parfois que c'est un paradigme qui se base sur la correspondance.
est donc authentique. De l'autre côté, il y aurait, vous voyez, dans authentique, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, dans ces paradigmes-là, il y a très clairement un jugement moral qui intervient. C'est-à-dire que c'est mieux, ça c'est bien. Les mots même, immédiat, en principe, il ne devrait pas y avoir un jugement moral. Vrai, un principe non plus, quoique. Naturel, peut-être pas, mais authentique, on comprend très clairement que c'est une façon pour donner à ces mots-là une connotation morale forte. C'est-à-dire, c'est la bonne présence. Donc ça veut dire qu'il y en aurait une mauvaise. Ça me fait toujours penser à l'emploi du mot authentique, justement chez Heidegger. Heidegger dit qu'il n'y a pas de jugement moral sur son emploi du mot authentique, mais en fait, puisqu'il utilise ce mot-là, il est clair qu'il y en a un. La fausse présence, de l'autre côté, serait immédiate, donc filtrée par quelque chose, un appareil, un dispositif, un écran, un ordinateur, etc., etc. Donc, évidemment, comme contre-coup du naturel serait artificiel, donc, ce n'est pas, on ne la trouve pas dans la nature, il faut faire quelque chose pour la créer. On la relie au paradigme de vérité en disant que donc elle est fausse, et finalement, vous m'avez compris, elle est inauthentique, et là on récupère le jugement moral. On parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une vraie rencontre ou pas, et vous disiez, bah, oui, il se rencontre vraiment, mais il est intéressant qu'il y a justement ce jugement de vérité, le mot vrai est utilisé. On ne s'est pas rencontré pour des vrais, on s'est rencontré via Skype. Donc parce que c'est média et parce que c'est artificiel, c'est donc aussi faux. Et puis le jugement moral, qui était un peu intranslucide dans ce que disait Serge Tisseron tout à l'heure, la haine, etc. C'est inauthentique, donc lié à quelque chose de moralement connoté comme négatif. Alors, en tant que philosophe, j'ai tendance à essayer de m'éloigner des jugements moraux, donc je vais essayer de les mettre le plus possible, même si c'est impossible, hein, je le disais tout à l'heure pour Heidegger, c'est impossible de les mettre complètement entre parenthèses, nous sommes des êtres qui donnent des jugements, des valeurs tout le temps, mais j'essaierai surtout d'analyser la structure formelle de cette opposition et de voir sur quoi elle est construite et pourquoi elle me semble ne pas tenir tout le temps. Alors, en partant de Benjamin et de sa critique de cette opposition, qui est parfois mal citée, là aussi, parfois aussi dans des travaux académiques, Walter Benjamin. En particulier, je parle de l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, qui est ouvrage très intéressant, écrit à la fin des années 30, où justement Benjamin se pose cette question de la reproductibilité technique, et c'est l'ouvrage où il parle d'aura. Et l'aura, c'est ce qu'on perdrait avec la reproductibilité technique, c'est-à-dire l'œuvre d'art, quand elle n'est pas reproductible, elle a une aura. Pourquoi? Parce que quand nous sommes, l'exemple que nous pouvons faire, ce n'est pas l'exemple de Benjamin, mais quand nous sommes devant la Joconde, l'original de la Joconde, évidemment l'aura est liée à l'original, il n'y a pas de reproduction possible, l'original il n'y en a qu'un, et on a ces sentiments presque de sacralité qui est déclenché par l'objet original. Donc ça c'est quelque chose de très très fort qu'on perd dès qu'on dit bah, c'est une photographie, je l'imprime autant de fois que je veux et il n'y a plus l'original. Alors cet ouvrage de Benjamin, je disais, est très souvent cité un peu mal à propos parce qu'il est interprété comme si Benjamin regrettait la perte de l'aura, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que dans son texte qui est très fortement impliqué politiquement, donc avec une vision communiste derrière forte, la reproductibilité est un moyen d'émancipation du peuple, ou au moins peut être un moyen d'émancipation. Pourquoi? C'est que critique Benjamin, c'est de dire cette aura est une production idéologique religieuse. C'est-à-dire le discours sur l'original et sur l'aura liée à l'original
est un dispositif de sacralisation qui sert fondamentalement pour créer un système de domination qui est celui notamment de la religion. Celui qui possède l'original, possède l'immédiateté, possède la nature, possède donc disons, ce qui est moralement correct, et donc à partir de là, il a son pouvoir. La question de l'original est hyper intéressante de ce point de vue si vous pensez institutionnellement. Le pouvoir des institutions a été traditionnellement basé sur l'idée d'original. Pourquoi l'État a un pouvoir, par exemple, sur nos identités? Parce qu'il possède quoi? Par exemple, l'original de notre acte de naissance. C'est quoi? C'est le document, le vrai, le premier, l'original, qui dit que je suis né, et il y en a une seule copie. Et puisqu'il y a une archive d'État qui possède ces documents, l'État a l'autorité de dire quand je suis né et qui je suis. Évidemment, ça pose beaucoup de problèmes à l'époque des bases de données, parce que ces documents n'existent plus. Et il y a une entrée dans une base de données qui est par nature reproductible. Et donc, qui possède l'original, c'est un discours très bizarre. Vous savez que les institutions françaises qui sont très intéressantes pour ça et qui s'adaptent très mal au changement, aujourd'hui, ils continuent à nous demander des originaux, et très souvent, je ne sais pas si vous avez jamais été chômeur en France, ça a été mon cas, la CEDIC m'est demandé l'original 3 ou 4 fois, ce qui est évidemment une contradiction, parce qu'il y en a un. Mais bon. Donc, Benjamin critiquait cette opposition en disant « Attendez, l'aura et cette vraie présence est elle aussi le fruit d'une construction, d'une production. Donc elle n'est pas du tout immédiate, ou bien l'immédiateté est une forme très sophistiquée de médiation. Il y a dans un ouvrage de Kleist, ça me fait penser à un ouvrage de Kleist où il y a l'acteur qui veut être le plus naturel possible, et on lui dit, pour être naturel, l'acteur doit être tellement artificiel qu'il redevient naturel. Et il y a cette image des hommes qui sont chassés du paradis terrestre, l'immédiateté, la nature, etc., donc qui partent du paradis terrestre, donc ils s'éloignent de la nature, de l'immédiateté, de l'authentique, puis ils s'éloignent, puis s'ils veulent redevenir naturels, ce qu'ils doivent faire, c'est le tour de la terre et rentrer dans les paradis terrestres de l'autre côté, c'est-à-dire être tellement artificiel qu'on redevient naturel. La naturalité serait la forme la plus poussée d'artificialité. Et ça, c'est un peu ce que Benjamin montre dans sa critique. Alors, faisons un pas en arrière et essayons de comprendre donc ce que c'est que la présence, comment nous la comprenons, comment nous pouvons la comprendre, sachant que c'est un concept très complexe et qu'on utilise très souvent comme quelque chose qu'on comprend, je suis présent, je suis absent, etc. Mais ça vaut le coup, selon moi, de questionner un peu sur quoi ça repose et de le déconstruire un petit peu pour mieux le saisir. Alors, la première définition, la plus simple qui me vient à l'esprit, vous me corrigerez peut-être, c'est celle qui est liée à l'idée d'ici et maintenant. Très clairement, deux notions spatiale et temporelle. Alors, je suis présent parce que je partage avec vous un espace et un temps. Maintenant, c'est notre temps à nous, et ici, c'est notre espace à nous. Ce qui, évidemment, pourrait poser un problème par rapport à Tatiana, voilà, qui serait dans un espace autre. Et donc, elle ne serait pas ici. Elle est maintenant, on a beaucoup parlé du temps réel par rapport aux nouvelles technologies, avec beaucoup de guillemets aussi nouvelles technologies, mais bon, par rapport aux technologies informatiques, on a beaucoup parlé, et au web en particulier, on a beaucoup parlé de temps réel, donc nous n'avons pas de problème à dire que Tatiana est maintenant. Elle nous écoute, elle s'ennuie quand nous ne parlons pas, etc., etc. Mais nous avons un problème plus important à dire qu'elle est ici, parce que nous disons, non, notre espace naturel, encore, est l'espace de cette salle que nous partageons tous, et puis il y a un espace artificiel qui est celui qui serait produit par les technologies. Alors, cette idée de présence pose une série de problèmes. Le premier, selon moi, c'est qu'elle est basée sur une opération d'objectivation. Pour que la présence soit possible, pour que cette présence d'ici et maintenant soit possible, il est nécessaire qu'il y ait un sujet et un objet. Et un sujet qui objectifie ce qui est devant lui. Ici et maintenant, ça veut dire qu'il y a
quelque chose devant quoi hein, les autres objets se déploient en tant qu'objet. En gros, vous êtes présent par rapport à moi, parce que c'est moi qui vous regarde, et qui, en vous regardant, produit cet espace, et produit ce temps, et je vous ramène de cette manière à ma vision. Donc il y a cette réduction qui est nécessaire des autres. Alors pour utiliser une expression lévinassienne, mon premier livre était sur Emmanuel Lévinas, et Emmanuel Lévinas c'est un peu ma première source en philo, même si là aussi j'ai un peu oublié, mais bon ça j'ai pas oublié, c'est la réduction de l'autre au même. La présence en tant qu'ici et maintenant est l'opération du même, dans ces cas-là c'est moi, qui réduit l'autre, avec un A majuscule, à soi. Donc, vous êtes présent par rapport à moi, parce que je suis capable, avec une opération de compréhension, hein, de vous voir et de vous inclure, de vous inscrire dans mon temps et dans mon espace. C'est-à-dire que cette présence relève d'un acte de production, et c'est une production qui est faite par un regard, le mien dans ces cas-là. Évidemment, dans cette structure-là, la réduction de l'autre au même est toujours symétrique. C'est ce que critique Lévinas en disant que ce n'est jamais symétrique, parce que l'autre échappe. Donc, dire que je peux vous objectiver et créer cet ici et maintenant avec mon regard signifie que je joue les jeux, que vous puissiez m'objectiver de la même manière, chacun d'entre vous, et me produire comme étant présent par rapport à vous. Donc voilà, réduction de l'autre au même. Et lié à cette idée-là, il y a cette perspective de valeur morale liée à l'authenticité, qui est toujours liée à cette réduction. C'est-à-dire, c'est mon temps et c'est mon espace, c'est je suis en tant que sujet le maître des formes de mesure de l'authenticité. C'est moi qui produis les temps et l'espace, donc c'est moi qui peux en juger. Et tout ça, évidemment, lié à ce mythe que critique Walter Benjamin de l'immédiateté. Pourquoi le mythe? Parce que vous comprenez bien que s'il y a une production dans cet ici et maintenant, cette immédiateté déjà est mise en question, parce que je suis en train de vous rendre présent. Donc, ce que je fais en vous rendant présent, c'est que je vous objective, je vous produis avec mon regard, je vous réduis à moi en donnant un jugement de valeur, puis je cache tout ça, et je vous dis que tout ça est ce qui est donné immédiatement. Donc, j'ai rien fait. La structure hegelienne du moi hegelien, c'est celle qui réussit le mieux cet artifice, justement, qui est le plus sophistiqué des artifices, parce que quand Hegel a fini son opération, il nous a joué un tour, et nous sommes tous dupes de ce tour. Si vous lisez la conscience, la phénoménologie de l'esprit, je suis encore un peu décalé, hein, vous vous rendez compte qu'à la fin de la phénoménologie de l'esprit, vous êtes d'accord avec Hegel. Ou sinon, vous avez mal lu la phénoménologie de l'esprit. C'est-à-dire, vous ne pouvez que dire « il a raison ». C'est pour ça qu'on a parlé des fins de la philosophie avec Hegel. Si vous lisez, il y avait un prof à Pise qui faisait lire la phénoménologie de l'esprit aux étudiants qui lui demandaient une bourse de doctorat. Comme ça, il était sûr qu'après, il ne s'inscrivait plus en doctorat. Donc, j'essaie de trouver d'autres formes de définition de la présence qui seraient plus basées, plus que sur cette opposition-là, plus que sur cette forme d'objectivation, sur l'événement ou sur ce qui est en train de se passer. J'essaye de m'expliquer. Alors, on pourrait dire que présent est ce qui arrive au moment où cela arrive. Vous voyez, le déplacement que je fais ici, c'est... au lieu que regarder les choses comme des objets qui sont là, donnés, des essences, j'essaie de me mettre d'une autre perspective, donc typiquement la perspective ontologique. Je regarde et je vois des choses qui sont là, qui sont stables, etc.
même si elles sont produites par un regard, mais justement parce qu'elles sont produites par un regard, elles sont là, elles sont stables, elles sont identifiables. Ici, je me mets plutôt dans une perspective de flux, plus anti-essentialiste, plus Nietzscheenne. Vous savez, la grande formule de Nietzsche reprise aujourd'hui, par exemple, notamment par les Gender Studies, Judith Butler, etc., et tous les mouvements des Performance Studies, qui sont aujourd'hui quelque chose d'assez intéressant. Je pourrais en faire une parenthèse plus tard, mais je vois que je parle trop lentement, parce que vous savez que les Performance Studies, c'est quelque chose qui a été inventé par les Américains après qu'ils ont lu des Français en les comprenant à l'américaine, et qu'après nous avons réimporté depuis 2005, traduction de Gender Trouble en France avec 15 ans de retard, où nous avons lu les Américains qui lisaient mal les Anglais à la française, qui lisaient mal les Français à la française. Donc deux mauvaises interprétations donnent lieu à une pensée qui est assez productive, je trouve qu'aujourd'hui, mais c'est vrai, il y a les meilleures idées naissent de mauvaises interprétations. Justement, les plus grands philosophes sont des très mauvais lecteurs. Autre définition possible, un saxon encore plus, donc je disais Nietzsche, sa définition, son idée est de dire il n'y a pas d'essence, il n'y a que des actes. Évidemment repris par Judith Butler en disant il n'y a pas de genre, hein, il n'y a que de performance. Je ne suis pas une femme, je me produis en tant que femme, ce qui compte n'est pas mon essence, mais ma façon de produire. Donc on se déplace de l'objet à l'action. Et donc, présence, on pourrait la penser à un accent sur l'action au moment où elle se fait. Vous voyez que là, les enjeux sont assez déplacés. J'essaye de m'expliquer. Déjà, parce que en se plaçant du point de vue des actions, la présence devient immédiatement plurielle. Il y a des actions, forcément. Donc, il y a forcément aussi des présence. Et c'est quoi ces présences? Ces présences seraient des contextes de l'action, dont l'action elle fait elle-même partie. Je vais faire des exemples tout à l'heure, et en particulier un exemple qui me semble le plus clair, et le seul d'ailleurs qu'on puisse faire, c'est ce qui est en train de se passer ici, hein, et je ne dirais pas justement ce qui est en train de se passer au moment où cela se passe, et non pas ici et maintenant. Ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de parler, c'est que vous êtes en train probablement d'écouter, c'est que il y a des ordinateurs, c'est que nous avons une certaine lumière, nous sommes à Lyon, nous sommes à l'ENS, nous sommes dans le cadre d'un séminaire, vous avez, certains d'entre vous, lu mon livre, je suis un professeur d'université, Christine est aussi une professeure d'université, etc., etc. Toutes ces choses-là font partie du contexte de l'action qui est en train de se produire ici, action qui n'est pas seulement la mienne, évidemment, qui est un ensemble de dynamiques d'action, parce que ce que vous êtes en train de faire, par action, j'entends, j'ai une définition assez faible d'action. Le fait d'écouter, évidemment, est une action, le fait de dormir est une action, il y a des dynamiques d'action qui sont en cours, et évidemment, je peux parler parce que vous m'écoutez. Si vous ne m'écoutiez pas, même de façon complètement passive, il n'y a pas seulement besoin de crier pour ne pas écouter, mais si vous commencez à regarder ailleurs, à être distrait, etc., vous cassez le dispositif, il n'est plus possible pour moi de continuer à parler. Donc l'action et les actions font partie. Donc si on pense comme ça, les présences seraient les contextes dans lesquels se font des actions, mais ces actions font partie du contexte. C'est-à-dire que celui-ci est un séminaire parce que je suis en train de parler, parce que vous êtes en train d'écouter. Si j'arrêtais de parler et que je sortais, ou si je me mettais de dos, pour reprendre l'exemple tout à l'heure de Serge Tisserand, le contexte changerait. Ça serait une autre chose. Donc les actions font partie du contexte. Un collègue montréalais, Olivier Diens, parle de stigmergie à propos de ça. Stigmergie, c'est un concept en biologie assez intéressant, qui est celui avec lequel les biologistes décrivent la façon qu'ont la définition un peu scientifique est l'interaction entre des traces environnementales et les comportements
des agents à l'intérieur de l'environnement. Et typiquement, l'exemple qu'on peut faire, c'est les araignées qui construisent leur toile. La toile détermine les mouvements des araignées, mais les mouvements des araignées construisent la toile. Autre exemple qui me plaît encore plus, c'est l'exemple du banc de poissons, dont je vais reparler tout à l'heure. Les mouvements de chaque poisson déterminent la forme du banc de poissons, mais la forme du banc de poissons détermine le comportement de chaque animal. Donc, très clairement, là, il s'agit de médiation, et il s'agit même, alors c'est que si on revient à l'espace temporel, à les aspects temporels et spatiaux de la présence dont on parlait pour l'ici et maintenant, il y a des médiations parce qu'il y a des architectures, je l'ai mis en singulier, mais c'est plutôt des architectures, dans le sens des programmations de l'espace. Nous sommes dans une salle qui est construite par un architecte, avec des chaises, avec des lumières, avec un projecteur, avec des agencements de tout type, hein, donc des architectures qui me permettent notamment de vous parler, parce que vous pouvez me regarder. Okay, s'il y avait un mur ici, ça ne serait pas possible. S'il n'y avait pas assez de lumière, ça ne serait pas possible. S'il y avait trop de lumière, ça ne serait pas possible. Donc vous voyez, il y a une programmation, ou une série de programmations de l'espace, et puis il y a une programmation du temps, c'est-à-dire qu'avec nos actions, nous sommes en train de créer le temps dans lequel nous sommes. Il n'y a pas un ici et un maintenant, mais il y a une programmation du temps qui est faite par le fait que je parle, par le fait que vous êtes là, que vous écoutez, par le fait qu'il y a un chronomètre, bien sûr aussi, qui me dit que j'ai déjà parlé 25 minutes, c'est beaucoup trop, etc. Et donc, des techniques de toutes sortes, techniques de parole. Je sais parler parce que c'est mon métier, même si je suis italien, mais mon accent fait en sorte que vous écoutez peut-être même mieux. Il y a des techniques telles que l'ordinateur, les projecteurs, la lumière, mais même des techniques justement plus simples comme la chaise, les tables, etc. Donc dans ce sens, une définition possible, c'est que la présence ou les présences sont des technologies de production du temps et de l'espace. Donc vous voyez, mais je m'éloigne beaucoup de cette idée d'immédiateté qui était celle que je voulais critiquer. Alors, pour expliquer ça, j'essaye d'introduire une notion qui pourra peut-être vous sembler un peu obscure, interrompez-moi si ça l'est trop. C'est celle, là c'est Foncubertin pour les exemples de production de présence. Donc c'est la notion des conjonctures médiatrices, aussi développée avec Jean-Marc Larue, avec qui je travaille actuellement. C'est quoi les conjonctures médiatrices? C'est un autre nom que j'utilise pour parler plus ou moins de la même chose, hein, de cette production des espaces et des temps, ou pour le dire autrement, de ce qui pourrait être appelé un média. On pourrait penser par exemple que cette salle est un média, parce qu'elle est le support de diffusion d'un discours qui est par exemple le mien, ou dans quelque chose qui arrive, qui s'est produit, qui est cette action de faire un séminaire. Alors, les conjonctures médiatrices, c'est une façon pour essayer de désessentialiser cette idée de médias. C'est l'ensemble des forces en jeu au moment de l'action. Quelle est l'idée liée aux conjonctures médiatrices, toujours au pluriel? C'est que ce sont des forces dont l'action ou les actions justement font partie. Et pourquoi je parle de conjoncture médiatrice au pluriel au lieu que parler de médias ou de dispositifs, hein, parce que c'est un peu, ça se rapproche un petit peu de l'idée Foucauldienne de dispositif que vous connaissez peut-être, avec cet ensemble hétérogène, hein, qui produit quelque chose, cette espèce de mécanisme. Alors, pourquoi on utilise ce mot-là? C'est justement pour essayer de désessentialiser ces contextes. C'est-à-dire, cette salle de séminaire où il y a un séminaire ne peut pas être considérée comme un tout unique et identifiable. Pourquoi? Parce que si je la considère comme un ensemble de forces et des tendances qui sont en jeu maintenant et qui rendent possible le fait que je parle, notamment, et que vous écoutiez, etc., il est très difficile d'identifier et de saisir ces forces et de dire, c'est là. C'est-à-dire, il est très difficile de dire, ok, c'est le fait qu'il y a une salle construite de cette manière, il y a des chaises, il y a des personnes, Si je fais la liste, je peux toujours arriver à un point où je dis, je peux en rajouter, parce que je peux regarder plus loin. Par exemple, est-ce que le fait que j'ai étudié à Pise,
par exemple, est pertinent, fait partie de ces forces-là. Bah oui, un peu oui, parce que ça fait partie de ma formation, ça fait partie. Est-ce que le fait que j'ai écrit un livre sur Lévinas fait partie? Oui, ça fait partie. Est-ce que le fait que cette nuit, je n'ai pas dormi du tout parce que ma fille pleurait, fait partie? Bien sûr, ça fait partie. Mais alors, vous vous rendez compte, où est-ce que je m'arrête pour identifier les conjonctures médiatrices? Je ne sais pas. Donc, ce n'est pas vraiment saisissable. Et chaque discours serait intéressant. C'est-à-dire, les moments où vous disiez, il n'a pas été très brillant parce qu'il n'avait pas du tout dormi, c'est une façon pour identifier ces conjonctures médiatrices, une conjoncture médiatrice. Il n'était pas brillant parce qu'il a dormi. Donc j'ai fait une frontière entre les choses que je vais considérer. C'était un séminaire, il parlait, puis il n'était pas brillant parce qu'il n'avait pas dormi la nuit. Mais la même chose, je pourrais voir de mille autres manières, je pourrais envisager ce qui se passe ici et maintenant. C'est pour ça que difficile de parler d'un dispositif comme quelque chose de fermé, mais plutôt d'essayer de regarder quelles sont les forces en jeu et se dire à chaque fois quand j'en prends en considération certaines, je suis en train d'en oublier d'autres, c'est-à-dire que les conjonctures médiatrices sont finalement un contre-coup du discours. C'est mon discours sur ce qui entend oui. Oui, non, je pose juste une question sur le choix de force plutôt que élément ou facteur. Oui, c'est une très bonne question. C'est justement pour souligner l'aspect dynamique. C'est-à-dire que même les facteurs ne sont pas vraiment des facteurs, mais plutôt quelque chose qui est en mouvement parce qu'ils sont en action au moment où l'action se produit. C'est pas le fait que je n'ai pas dormi qui serait un facteur, mais c'est plutôt le fait qu'il y a une fatigue qui est présente dans ma façon de parler. Donc là, c'est justement le fait d'essayer de souligner le mouvement, la dynamique qui produit le contexte et qui en fait partie en même temps. Donc, mais oui, ce sont des facteurs, des éléments, mais je voudrais essayer de ne pas les essentialiser en tant que tels. Sinon, on risque justement d'en faire la liste, et puis c'est fini, puis on fait un paquet et on a tout ensemble. Voilà, alors, encore un pas en arrière, toujours pour critique de la présence, cette idée-là pose un problème majeur, qui est un problème ontologique, qui est pour moi, mais vous pouvez ne pas être d'accord, le problème philosophique dont qu'il faut se poser aujourd'hui, et qu'il faut se poser parce qu'il est fondant par rapport à notre réflexion justement sur les technologies et sur les écrans. C'est le problème de la valeur ontologique des présences et du monde finalement. Je vais essayer d'expliquer ça, cette relation-là. Comme je vous le disais tout à l'heure, le premier paradigme de présence comme vraie, authentique, immédiate, etc., se base sur un paradigme qui a dominé, disons, en grande partie l'histoire de la pensée, au moins de la pensée occidentale, paradigme dont Norman Rockwell se joue un peu ici, qui est le paradigme de la représentation. Paradigme représentatif, selon lesquels, donc deux paradigmes, j'avais oublié que j'avais d'abord énoncé les deux, un paradigme qui est celui de la représentation, et de l'autre côté, un autre paradigme, je faisais allusion tout à l'heure aux performance studies comme frontière qui me paraît intéressante, justement, de choses à penser, un autre paradigme qui serait plutôt performatif. Ça va de soi que ces deux paradigmes peuvent et de fait coexistent, et qu'on ne peut pas vraiment choisir entre l'un et l'autre, et qui coexistent probablement dans l'ensemble de l'histoire de la philosophie. Ce que disait Nietzsche était très clairement, on peut très clairement l'inscrire dans un paradigme performatif. Il n'y a pas d'essence, il n'y a que des actes. Il y a d'autres choses aujourd'hui qui sont très représentatives. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a une primauté du paradigme performatif sur le paradigme représentationnel ou représentatif, je ne sais pas lesquels des deux utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi, mais ça pose une série de problèmes, justement, notamment un problème ontologique. On le comprend très bien. Si on dit qu'il n'y a pas d'essence, il n'y a que des actes, on peut commencer à se demander, ok, mais alors, c'est quoi ça? Et c'est quoi ça? C'est la question que la philosophie et la pensée s'est posée depuis toujours, au moins dans notre pensée occidentale, et c'est une question qu'il est très difficile d'abandonner comme ça. C'est pas parce que Nietzsche l'a dit que c'est facile de l'abandonner. Donc, paradigme de la représentation. C'est un paradigme qui se base sur une opposition, qui est la même dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut qu'il y ait deux pôles, toujours. Notamment, les deux pôles sont, on peut les exprimer de mille manières différentes, mais une manière un peu claire pour l'exprimer, c'est les signifiants et les signifiés. Donc il y a quelque chose
qui signifie et quelque chose qui est signifié. Il y a mes mots pour dire chaise, et puis il y a la chaise. Il y a moi, le vrai moi, immédiat, l'essence de moi. Puis il y a des représentations, et c'est ça qui nous plaît du paradigme représentatif, c'est qu'il permet immédiatement une solution du problème du rapport entre unité et multiplicité. Il y a moi, le vrai moi, puis il y a des représentations de moi qui sont, par définition, multiples, qui peuvent être multiples. Mais je suis rassuré parce qu'il y a un moi. Les discours qu'on fait, par exemple, notamment sur les profils, il y a eu récemment tout un débat d'un blogueur qui disait la règle du 80-20. Il disait, dans les profils Facebook et les autres profils usagés, nous sommes vrais pour 20% et faux pour 80%. Quelle est l'idée? C'est l'idée qu'il y a moi, le vrai moi, le signifié, puis il y a le signifiant, c'est-à-dire mon profil Facebook, qui me représente, et qui me représente plus ou moins bien, selon combien il est proche de moi. Donc, bon, si je me mets trop en valeur, notamment sur le type de discours qu'on fait, c'est un peu faux, donc je ne suis pas très bien représenté, mais il y a plusieurs formes possibles de représentation, tandis que, par exemple, je ne sais pas, sur la page de Facebook des étudiants du département de littérature et de langue française de l'Université de Montréal, où j'enseigne, et où on dit que je suis un très mauvais professeur, là, c'est une bonne représentation de moi qui me représente à 80%. Voilà. Évidemment, tout ça repose sur une idée de correspondance. Il est nécessaire qu'il y ait un objet essentiel d'un côté, puis les représentations, et qu'on puisse, grâce à un dispositif de vérification, confronter ce qui représente avec ce qui est représenté. Alors, pour notre question de présence, très clairement, il y a le vrai moi, la vraie présence, puis la représentation de moi, ce que voit en ce moment Tatiana, et Tatiana pourrait se demander en quelle mesure ce que je suis en train de voir correspond au vrai lui qui est à Lyon, à l'ENS, en train de parler, etc. Bon. De l'autre côté, il y a un paradigme que je représente justement avec cette image agaçante, performatif, selon lequel, non, il n'y a pas vraiment... c'est pas comme ça qu'il faut se poser la question, il faut plutôt regarder du côté de ce qui se passe, il faut plutôt regarder du côté de l'action, c'est-à-dire, il ne faut pas vraiment penser que Tatiana est en train de regarder une représentation de moi. Ce qu'il faut regarder, c'est ce que Tatiana est en train de faire. Et c'est que nous sommes en train de faire, et alors de ce point de vue-là, Tatiana, elle est en train d'assister, ou de participer plutôt au séminaire. Parce que, en fait, Tatiana, et ça c'est quelque chose de très caractéristique de notre rapport avec les technologies informatiques, nous sommes toujours dans une dynamique d'opération, d'action, et pas donc éthique, et non pas esthétique, c'est-à-dire nous ne regardons pas l'ordinateur, nous faisons des choses avec l'ordinateur. Alexander Galloway, critiquant le livre de Lev Manovich, qui a été un peu le grand livre sur les questions de New Media dans les années, à la fin des années 90, si je ne m'abuse, disait, Lev Manovich justement interprète les nouvelles technologies comme dans la continuité avec les technologies audiovisuelles. Donc ça serait le maximum de la représentation, ça représente hyper bien. Galloway dit non, parce que les cinéma is about aesthetics, computers are about ethic. Pourquoi? Parce que un ordinateur, je ne le regarde jamais. Avec un ordinateur, je fais des choses. Donc, je ne regarde pas une correspondance avec quelque chose qui serait ailleurs, comme quand je regarde, par exemple, un tableau et où je peux regarder un signifié. Bon, Norman Rockwell prenait un peu à rire ces trucs, c'est-à-dire qu'est-ce que je regarde, parce que je peux multiplier les représentations. Mais justement, je suis dans un paradigme opérationnel, donc ce que je fais, ce n'est pas tellement de représenter le réel, de le regarder, mais plutôt de le produire. Ce que fait Tatiana, ce n'est pas regarder quelque chose, mais c'est participer au séminaire. Elle peut nous interrompre si elle veut, si on ne lui a pas enlevé l'audio, mais même si on lui a enlevé l'audio, elle peut nous interrompre simplement, par exemple, en se déconnectant. Ça serait un événement qui arrive ici et ça poserait immédiatement la question, est-ce qu'on va la rappeler, etc. etc. Donc, l'idée de production du réel. Alors, cette idée du paradigme performatif
pose justement, comme je le disais tout à l'heure, bon, c'est très fascinant. Je trouve que oui, on se reconnaît là-dedans. Nous sommes de plus en plus dans cette idée de performativité. C'est que je regarde, quand je parle par exemple d'une vidéoconférence, ce n'est pas tellement si j'ai correspondé au modèle X ou lambda du vrai moi, mais c'est plutôt ce qui s'est passé. Donc c'est typiquement dans un paradigme performatif. Par exemple, c'est demander, très bien, il y a eu un enseignement, vu que c'est une de vos préoccupations, à distance, est-ce qu'il y a eu de l'apprentissage? Ça, c'est très clairement poser les problèmes du point de vue opérationnel. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui devait être représenté ou pas, ce n'est pas ça le problème, c'est que je veux regarder c'est ce qui se passe. Mais ce paradigme-là, qui est, je pense, de plus en plus le nôtre, même chose quand nous postons une photo sur Facebook, il y a des plus ou ailleurs. Les photos, c'est ce qu'André Gunther appelle les images conversationselles. C'est-à-dire que quand j'envoie une photo, ce n'est pas pour me représenter en réalité, mais c'est plutôt pour faire quelque chose, j'installe un rapport, une discussion, etc. Je ne suis pas en train de me représenter, mais plutôt de me produire. Quand j'envoie une photo de moi en train de parler au séminaire, et sur Twitter par exemple, pourquoi par exemple je ne fais pas attention au fait d'être beau? Ça c'est quelque chose de moins en moins, on choisit des photos avec des critères qui seraient la photo qui me représente le mieux. Je choisis de plus en plus des photos qui disent, qui affirment, qui performent quelque chose. Je suis au séminaire. Envoyer la photo de moi qui parle au séminaire produit sur Twitter le fait que je suis au séminaire. C'est une façon d'affirmer, mais en l'affirmant de le produire, donc de le performer, ma présence au séminaire. C'est pour ça que je le poste. Comme ça, mon directeur de département, par exemple, sait que je suis en train de travailler. Alors, évidemment, quel est le problème de ce paradigme? C'est que le modèle représentatif nous donnait la possibilité d'avoir un repère ontologique très clair. Il y a d'une part les choses présentes. Vous qui êtes ici, je peux vous saisir en tant qu'objet, donc je peux dire ce que vous êtes vraiment, moi, et ce que je suis vraiment authentiquement, naturellement, etc. Puis de l'autre côté, il y a des, je l'ai mis au singulier, mais c'est une erreur, des représentations qui sont, elles, multiples. Le moi que voit Tatiana via vidéoconférence, le moi qui voit quelqu'un d'autre sur la photo sur Twitter, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose que nous arrivons à bien comprendre philosophiquement. Il y a toujours un objet de référence. De l'autre côté, le problème du modèle performatif est que s'il y a plusieurs conjonctures, et que ces conjonctures sont toutes sur le même plan, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moi, mais il y a plusieurs formes de production de moi. Il n'y a pas ce séminaire, mais il y a plusieurs formes de production de ce séminaire. Il n'y a pas cet ici et maintenant, mais il y a plusieurs formes de production de l'ici et du maintenant, dont une, par exemple, comprend Tatiana, et dont d'autres ne la comprennent pas, dont une comprend ce que j'ai mangé hier ou le fait que je n'ai pas dormi, et une autre ne le comprend pas. Donc, s'il y a tout ça, et que ces conjonctures sont sur le même plan, c'est-à-dire elles n'ont pas des référents, il n'y a pas un original, puis des représentations de cet original, il y a un problème majeur ontologique, c'est que et alors, où est la réalité? Il y a cette idée de perte possible des réalités. C'est-à-dire, le risque majeur de ce discours-là, c'est ce qu'on pourrait appeler le constructivisme radical. C'est-à-dire que tout est produit par des conjonctures, donc il n'y a pas un original, donc il n'y a rien qui puisse me servir comme objet sur lequel je vérifie ce que je suis en train de dire. Il n'est pas possible de savoir, par exemple, si c'est le vrai moi ou pas. Mais alors le problème, c'est que je peux me produire comme je veux. Est-ce qu'il y a une limite ou pas? Vous comprenez que politiquement, cela pose un problème très important. L'exemple le plus clair, c'est le négationnisme historique. Cet événement n'a jamais existé. Parce que si de toute manière tout n'est que conjoncture que je peux réagencer de façon différente, est-ce que j'ai une limite ou pas? Si je n'ai pas un objet, un unique, qui est là à la fin pour me faire de points de retour au réel, comment je fais pour avoir une perception du réel et avoir un discours sur les règles? Oui. Mais ces conjonctures, elles obéissent quand même à des règles. C'est-à-dire que pour qu'il y ait quelque chose d'identifiable,
il faut que ça suive quand même certaines règles, je suppose. Tout à fait. Le problème, c'est justement d'identifier ces règles et de les identifier d'un point de vue ontologique. C'est-à-dire le fait de dire, ok, le fait si je me limite à saisir certaines forces ou d'autres, en quelle mesure c'est arbitraire? C'est très difficile parce qu'à la fin, je peux en identifier plusieurs. Et puis, les grands problèmes, c'est quand on parle des objets en particulier, et je parle de moi, justement. Et alors oui, il y a les moi tels que je me produis en parlant ici. Il y a les moi tels que je me produis ou ça s'est produit plutôt parce que je ne suis pas évidemment le seul producteur de moi. L'individu perd complètement son rôle central là-dedans, hein, parce qu'évidemment, je suis ce moi parce que je suis produit par moi qui parle et vous qui écoutez. Je suis le moi sur Twitter parce que j'ai tweeté la photo, mais aussi parce que quelqu'un l'a partagé, l'a commenté, etc., etc. Donc le problème c'est de dire, ok, mais là-dedans, comment je fais pour avoir plusieurs choses, plusieurs objets qui sont, semble-t-il, sur le même plan, s'il n'y a pas un point de vérification? Oui, elles peuvent être conjonctures, donc conjoncturelles, elles sont là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et comment c'est possible qu'elles soient plurielles et qu'elles soient donc, par nature aussi, possiblement contradictoires? Mais est-ce que c'est pas la communauté, justement, qui va valider la sélection de certaines forces plutôt que d'autres? Que ça me fait penser au genre discursif, en fait. C'est-à-dire que le discours est valable dans une certaine communauté de pratiques. Tout à fait. Ça, c'est une des solutions, c'est-à-dire, c'est le fait de dire qu'il y a une validation communautaire qui s'est faite plus ou moins par accumulation, mais qui ne résout pas les problèmes d'un point de vue philosophique et ontologique, parce que le problème, c'est de dire qu'il peut y avoir des communautés qui valident de façon complètement contradictoire. Et c'est ce qui arrive, de fait. Donc, ça résout les problèmes dans la pratique sociale. Ça a été le discours de plusieurs philosophes, et d'ailleurs sociologues, etc., au XXe siècle. C'est le problème du XXe siècle. Pepe me dit, oui, mais tout le monde dit ça depuis un siècle. Oui, c'est vrai. Je ne veux pas être original. Très souvent, quand on dit la vérité, on n'est pas original. Mais c'est vrai, en même temps, c'est une réponse possible, mais d'un point de vue vraiment formel et philosophique, le problème se pose encore parce que c'est dire, ok, mais si j'ai deux validations différentes, même si elles sont communautaires, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai un système pour les faire dialoguer? Est-ce que j'ai un système pour les mettre en question, etc. C'est toujours le problème de témoignages en bonne foi, hein, par exemple, ou de la validation par deux communautés qui valident de façon différente, mais qui donnent à la fin lieu à deux réalités qui sont opposées. Si je dis qu'il n'y a pas des référents et que ces deux réalités coexistent, formellement, même logiquement, j'ai deux objets A et non un qui sont vrais, et logiquement, nous ne savons pas comment traiter ça, vraiment d'un point de vue formel. Alors, évidemment, bon, là, je passe un peu rapidement pour relier tout ça à la question de la présence. Évidemment, il y a un réel qui est, lui, présent. Donc, la vraie présence, c'est qui est vrai et c'est qui correspond à cette essence. Et de l'autre côté, tandis que de l'autre côté, il y a cette idée des conjonctures médiatrices qui implique un problème, selon moi, majeur, et c'est là un peu où arrive ma réflexion aujourd'hui, et je vous livre le problème avec une piste de solution, mais j'ai fini mon temps, mais j'apprends encore 5 minutes pour essayer d'arriver à la question. C'est qui est un peu le point final de ma réflexion, et c'est sur quoi je suis en train d'essayer de penser aujourd'hui. En me reliant également, j'ai parlé justement pour les identités de deux corps. Un corps en ligne et un corps hors ligne. Aujourd'hui, je parlerai moins de ça parce que je trouve que même parler d'un corps hors ligne, c'est très compliqué. Je ne sais pas exactement de quoi je parlais à l'époque. C'est-à-dire que, bon... vous comprenez que... pourquoi? Parce que mon corps ici est évidemment un corps médié. Je suis habillé, j'ai une cravate, je parle d'une certaine manière, vous me percevez d'une certaine manière, il y a une lumière justement et tout ça. Si on éteint la lumière, est-ce que le moi que je suis reste le même moi? Bon, enfin, je suis les fruits ici de toute une sorte de médiation très complexe, qui ne sont pas, à mon avis, plus complexes ou moins artificielles que celles avec lesquelles je me rapporte à Tatiana. Elles fonctionnent différemment, peut-être elles sont moins intégrées dans les pratiques, c'est-à-dire que nous sommes plus habitués à certaines architectures du temps et de l'espace, celle-ci par exemple, mais si on amenait ici quelqu'un qui n'a jamais vu un séminaire, qui ne sait pas ce que c'est que l'université et qui ne sait pas le français, il serait ici complètement sidéré
et il ne dirait pas « je suis présent ici et maintenant », il dirait juste « je ne sais pas ce qui se passe ». Beaucoup plus que la forme de défamiliarisation que peut vivre à un certain point Tatiana maintenant est due au fait que oui, il y a une technologie qui n'est pas complètement familiarisée, tandis que celle-ci est beaucoup plus familière, mais c'est juste une question d'habitude et de familiarisation. Et cette technologie-là, dans laquelle nous sommes présupposément ici et maintenant, n'est pas moins artificielle. C'est juste que on le fait depuis des siècles, puis nous sommes habitués à ce type d'échange, qui est tout hors naturel. Vous vous taisez depuis 1 heure. C'est complètement aberrant, c'est complètement construit, évidemment. Donc, mon problème, c'est là, c'est que ces conjonctures médiatrices, cette pluralité qui serait une pluralité originaire, pas dérivée. Dans la représentation, dans les modèles de représentation, on accepte la multiplicité, mais la multiplicité est toujours seconde, est toujours dérivée. Il y a l'unité d'abord, puis il y a les multiples représentations. Et alors, par exemple, il peut y avoir un discours validé par des communautés différentes, et les discours sont différents, mais à la fin, je sais qu'il y a une vérité. C'est le modèle aussi théologique, depuis toujours, avec l'idée que je peux me rapprocher de la vérité. Peut-être que je ne la touche jamais, mais il est important de dire qu'à la fin, il y a cet objet, cette essence, cette limite ontologique. Le problème ici, c'est que ce que cela casse, si je pense que les conjonctures médiatrices sont originaires ontologiquement, c'est la base de notre langage, de notre façon de penser, de notre logique et de l'ensemble de nos constructions sociales, qui est l'idée que l'être est un. Ça, c'est sur quoi plusieurs philosophes ont débattu justement au XXe siècle, dont Heidegger, qui essayait de penser la différence ontologique, mais sans nier, pour une question logique, le fait que l'être est un. Il y a un être, puis il y a le Dasein, et là se joue la différence ontologique, qui est cette rupture entre le Dasein et le Sein, mais le Sein reste un. On ne peut pas les multiplier. Essayez de le faire, d'ailleurs, vous ajoutez un S, ça veut dire une autre chose. On n'a pas un pluriel pour être. L'être est un. À partir du Parménide de Platon, il serait très intéressant de faire un commentaire précis des déductions du Parménide de Platon qui se pose donc, au IVe siècle avant Jésus-Christ, exactement cette question-là. Comment on fait pour se rapporter aux deux, avec tous les problèmes qui donc, oui, pose Nietzsche à la fin du XIXe, mais qui est posé déjà à Héraclite quand il parlait du Pantarei. C'était exactement la même chose. C'est-à-dire, le problème c'était, ok, mais si tout est flux, si tout est action, alors je ne peux plus parler, je ne peux plus rien faire, et c'est la fin de la philosophie. Donc la réponse des Éléates était, non, c'est pas possible, l'être est un. Donc ça c'est mon problème. Ça peut sembler un problème, disons un peu une complication inutile, parce que nous comprenons très bien la multiplicité, etc., et nous négocions avec tout ça sans aucun problème, mais en réalité c'est fondant, parce que c'est de ces problèmes-là, par exemple, que dérivent tous les discours sur l'authenticité. Tous les discours sur l'authenticité de la présence, etc., dérivent de notre besoin, qui est un besoin logique, d'avoir au moins comme point limite, même si nous disons que nous ne pouvons pas les penser, nous ne pouvons pas les dire, nous ne pouvons pas les voir, les idées de Platon, qui sont là. Ok, même si on ne les voit pas, on ne les voit jamais, mais elles sont là, parce que le fait qu'elles soient là, c'est ce qui fonde formellement la possibilité de notre pensée. Notre langage fonctionne évidemment comme ça. Nous avons besoin de cette limite-là. Dès que nous l'enlevons, c'est pour ça que c'est pas oisif, alors la philosophie est oisive, Dieu merci en général, mais ce n'est pas oisif ce discours, dans le sens que, Pepe le sait très bien, il prend des cafés toute la journée. Pour perdre du temps, justement, la philosophie est une perte de temps. Mais donc, c'est sûrement oisif de ce point de vue-là, mais ça l'est pas dans le sens que si nous nous posons le problème des fondements de notre pensée, dès que nous interrogeons ça, ça ne fonctionne plus. Justement, ça explique pourquoi nous avons ce discours. Nous sommes si réfractaires, par exemple, à le fait de dire qu'il y a plusieurs formes de présence que nous pouvons mettre sur le même plan. Nous pouvons accepter qu'il y a plusieurs formes de présence, mais toujours en disant, oui, mais il y en a une qui est vraie, puis d'autres qui sont des représentations. Alors, ce que je propose en conclusion, et qui est vraiment un peu une limite de pensée, c'est ce que j'appelle méthontologie, et j'essaie juste, après on en parlera dans les questions, parce que vraiment c'est une pensée que j'essaie de développer depuis le premier livre que j'ai écrit en 2003, donc c'est ce que je pense que je voudrais penser, et que j'arrive pas, que pour l'instant je n'ai pas à penser, et peut-être tant mieux, parce que j'ai envie encore de le faire. Le jour où j'ai créé un livre sur la méthontologie, je me sentirais un peu arrivé à la fin. Donc,
Donc, c'est ce que je propose de penser en tant que méthontologie. L'idée de la méthontologie, alors la nécessité de la méthontologie dérive justement de ça, de la perception de l'originalité de la médiation, perception que nous avons depuis toujours, mais qui émerge de façon encore plus forte grâce ou à cause des technologies. Nous sommes dans une époque, à partir de McLuhan qui l'avait identifié, McLuhan quand il dit bah, vous prenez une médiation, vous regardez ce qu'il y a en dessous, vous trouvez une autre médiation. Et puis comme ça à l'infini, il n'y a pas une médiation originaire. L'écriture est une médiation de la voix est une médiation de la pensée est une médiation de neurones qui se rencontrent, et comme ça à l'infini. Vous pouvez prendre les voix que vous voulez, mais vous ne trouvez jamais quelque chose sous lequel il y aurait rien. Donc, cette idée de l'originalité de la médiation, c'est une des... Et la présence des technologies, disons, comme le dit Maurizio Ferrari, un collègue italien, c'est ce qu'il appelle l'ontologie de l'actualité. C'est-à-dire l'actualité ne détermine pas des changements ontologiques, mais détermine l'émergence de certains problèmes, de certaines problématiques qui sont là depuis toujours, mais qui redeviennent actuelles parce qu'elles font partie en effet de nos pratiques. Donc les nouvelles technologies, selon moi, ne changent pas l'ontologie, mais c'est-à-dire la méthontologie n'est née pas à cause des nouvelles technologies, mais on en ressent plus la nécessité, en partie à cause des nouvelles technologies, mais aussi en partie à cause du constructivisme radical qui s'est développé au XXe siècle, qui pose des problèmes politiques, comme les problèmes par exemple de genre, et tous les discours sur les performance studies et les gender studies, des problèmes aussi scientifiques. Je pense, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je suis trop ignorant, et puis les philosophes qui parlent de physique sont très souvent ridicules, mais j'ai l'impression que tous les débats entre mécanique quantique et théorie de la relativité est une autre des pistes pour comprendre pourquoi la méthontologie est nécessaire. Vous savez qu'il y a un problème ontologique majeur là-dedans, hein, c'est-à-dire qu'il y a deux modèles d'interprétation du monde opérationnel, qui fonctionnent les deux, parce que c'est ça mais qui sont contradictoires. Voilà, bon. Alors, l'idée de fond, donc ça ce sont les raisons pour lesquelles je pense qu'une méthontologie est nécessaire. Et la méthontologie c'est quoi? C'est une ontologie. Donc ce n'est pas une super ontologie, hein, ce n'est pas une ontologie supérieure qui englobe tout, c'est une ontologie, mais qui se base sur l'idée qu'il n'y a pas un être, mais qu'il y a des êtres multiples, et qu'il y a des êtres en mouvement. C'est-à-dire que l'être, en tant que tel, est toujours immédiatement, paradoxalement, médié, et qu'il est donc médié de plusieurs manières. Que le pliage de l'être, c'est-à-dire, n'est pas dû au fait que je me le représente, il y a vous, puis moi je me représente vous qui êtes quand même là. Non, ce pliage fait déjà partie de l'être lui-même. C'est qui explique qu'il y en a plusieurs de possibles. Et c'est qui me donne la possibilité de dire il y a plusieurs pliages, plusieurs médiations de l'être qui font partie de l'être lui-même, mais qui sont là, qui existent réellement, hein, c'est-à-dire donc qui m'évitent le constructivisme radical. Ça c'est un peu l'idée de l'ontologie, de la méthontologie, qui serait donc une ontologie à la fois anti-essentialiste, qui permet des ontologies multiples, mais, et là j'ai fini, qui donne un cadre ontologique pour penser cette médiation sans tomber dans un éparpillement constructiviste radical. Merci beaucoup. Merci.